Droite ou gauche, le conclave le plus disputé de l'histoire va décider l'avenir de l'Église. As-tu déjà senti que l'Église ne te comprenait plus, que le message de Jésus semblait étouffé par des luttes de pouvoir, des scandales et des divisions sans fin? Ce n'est pas une illusion. En ce moment même, une bataille invisible mais réelle se joue dans le cœur du Vatican. Et ce n'est pas une bataille politique. C'est une guerre spirituelle pour l'âme du catholicisme. La mort du pape François a ouvert une faille dans laquelle s'engouffrent les forces du progrès et celles de la réaction, avec une violence rarement vue depuis des siècles. La foi des croyants est en jeu. Et toi, que crois-tu vraiment? Sais-tu dans quel camp se trouve le futur pape? Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que personne n'ose dire sur le conclave de 2025. Nous allons exposer les véritables enjeux spirituels derrière les visages des candidats. Prépare-toi, car ce que tu vas apprendre peut réveiller ta foi et t'éclairer dans ce moment d'incertitude. Abonne-toi maintenant si tu crois que l'Esprit Saint agit encore aujourd'hui et reste jusqu'à la fin. Tu comprendras comment discerner le vrai visage de l'Église du Christ avant qu'il ne soit trop tard. Le conclave de 2025, plus qu'une simple succession spirituelle, s'est transformé en un théâtre de lutte idéologique qui reflète les tensions profondes du monde contemporain. D'un côté, les héritiers des réformes de François, misant sur la justice sociale, l'accueil des minorités et le dialogue interreligieux. De l'autre, les secteurs conservateurs, soutenus par des mouvements ultra-conservateurs internationaux, cherchant à imposer un agenda anti-immigration, anti-LGBT et opposé à toute réforme structurelle au sein de l'Église. Entre fidélité religieuse, théories complotistes et enjeux géopolitiques, l'avenir du catholicisme sera décidé non seulement par la foi, mais aussi par l'affrontement direct de ces deux visions du monde. La nouvelle ne marquait pas uniquement la fin de 12 années de pontificat intensément réformatrice, mais aussi le début d'une période courte et décisive de sèdes vacantes, dont la constitution Universi Dominici Gregis exige qu'un nouveau pape soit élu dans les 20 jours. 3 jours après les funérailles et les traditionnelles novendiales, les cardinaux ont fixé le début du conclave au 7 mai 2025. Ce jour-là, 30 cardinaux de moins de 80 ans se réuniront dans la chapelle Sixtine, abandonnant téléphone, enregistreur et interview, guidés uniquement par l'esprit. Le profil statistique de ce conclave est sans précédent. Environ 70% des cardinaux électeurs, soit près de 60, ont été créés par le pape François lui-même. 22 ont été nommés par Benoît XVI et seulement 5 appartiennent à l'ère de Jean-Paul II. La logique voudrait que cette majorité franciscane garantisse la continuité des réformes, mais au sein de la chapelle Sixtine, différentes sensibilités coexistant. Si l'on devait les classer selon des termes séculiers, on pourrait les décrire comme progressistes, centristes ou conservateurs. La dispute ne se limite pas à une question partisane, mais porte plutôt sur des nuances théologiques, des priorités pastorales et des styles de leadership différents. Le collège cardinalis se divise donc en 3 courants principaux. D'un côté, le groupe progressiste, composé d'environ 35 à 40 voix, qui estime que l'élan réformateur de François n'est pas encore consolidé et plaide pour un François 2.0 qui traduira ses réformes en une structure durable. De l'autre côté, le centre, avec environ 30 à 35 voix, qui partagent certaines idées sociales, mais craint que les tensions internes et les scandales financiers nécessitent un pape plus diplomate, capable de dialoguer avec des puissances comme Washington, Pékin ou Moscou, tout en réconciliant les régions européennes, africaines et latino-américaines. Enfin, la droite, avec environ 40 voix, accepte les réformes en matière de transparence et de lutte contre la pédophilie, mais se montre sceptique quant aux réformes pastorales et souhaite un retour à une doctrine plus claire et une liturgie plus traditionnelle. Dans ce contexte, la seule majorité possible sera transversale. Celui qui atteindra 90 voix se présentera comme une figure de conciliation, même si son parcours le situe clairement à un des extrêmes théologiques.
Pour comprendre les possibles combinaisons, il est essentiel d'analyser les 8 cardinaux jugés papables, en tenant davantage compte de leurs idées que de leur nationalité. Parmi les progressistes, un nom se distingue. Luis Antonio Tagle, surnommé le François d'Asie. Né à Manille, fils d'une mère philippine et d'un grand-père chinois, Tagle incarne la première église mondiale du XXIe siècle. Ordonné prêtre en 1982 et docteur en théologie, il a été choisi par Jean-Paul II pour la Commission théologique internationale et, sous Benoît XVI, est devenu archevêque de Manille et Cardinaux. Tagle est reconnu pour ses gestes symboliques forts, tels que laver les pieds de sans-abri ou partager un repas avec des détenus. Il défend une inclusion pastorale des divorcés et des homosexuels, tout en maintenant une fidélité au catéchisme de l'Église. Cependant, son point faible réside dans sa gestion administrative. Le pape François a dû intervenir directement dans la Caritas internationale en raison de problèmes internes. Et bien que Tagle soit vu comme un leader, un charismatique, sa gestion a souvent été perçue comme faible. Ses partisans estiment que le prochain pape pourrait déléguer les aspects administratifs et se concentrer sur l'évangélisation. Mais ses détracteurs doutent qu'une telle approche soit viable pour le Vatican. Un autre nom progressiste qui se distingue est celui de Matteo Zuppi, curé engagé dans la médiation de conflits. Formé à la communauté de Sant'Egidio, Zuppi a joué un rôle clé dans l'accord de paix du Mozambique en 1992 et préfère les actions de terrain à des protocoles théoriques. Archevêque de Bologne depuis 2015 et président de la conférence épiscopale italienne depuis 2022, Zuppi est également connu pour son côté simple, circulant à vélo dans son diocèse et citant régulièrement Martin Luther King. Il a été envoyé par François en mission de paix à Kiev, Moscou et Washington et est reconnu pour sa persévérance sur les questions morales, tout en n'appelant jamais à des changements doctrinaux. Cependant, son manque d'expérience au sein de la curie romaine suscite des inquiétudes parmi les cardinaux qui privilégient une gestion rigoureuse du Vatican. Au centre, l'un des principaux prétendants est Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican depuis 2013. Diplomate chevronné, Parolin a joué un rôle crucial dans la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis et dans la signature d'accords avec la Chine concernant la nomination des évêques. Bien qu'il soit considéré comme un modéré, il a aussi qualifié le mariage homosexuel de défaite pour l'humanité, tout en ayant pris des mesures pour éviter que des évêques refusent des visas à des réfugiés. Son principal point faible demeure le scandale entourant l'achat d'un immeuble à Londres, qui a coûté plusieurs millions d'euros à la secrétairerie d'État. Néanmoins, ses partisans estiment que Parolin pourrait réussir à unir les différentes factions de l'Église, tandis que ses détracteurs le considèrent plus comme un premier ministre que comme un véritable pasteur. Parmi les cardinaux centristes, on trouve également Pierre-Baptiste Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem et ancien custode de Terre Sainte. Il est reconnu pour son expertise dans le dialogue interreligieux et sa gestion des situations de conflit. Sur la scène internationale, il a attiré l'attention en 2023 en se proposant comme otage pour libérer des enfants israéliens. Bien qu'il soit liturgiquement conservateur, Pizzaballa prône une approche ouverte au dialogue et mise sur la diplomatie des petits gestes. Son avantage réside dans sa jeunesse et sa réputation de pasteur de terrain, particulièrement dans les zones de guerre. Cependant, il n'a jamais dirigé de ministère romain et beaucoup de cardinaux le connaissent principalement par les médias. Peter Turkson, ancien préfet du Dicaster pour le développement humain intégral et visage de l'encyclique Laudato Si, est un autre nom à prendre en compte parmi les cardinaux africains. Le Ghanéen est un défenseur passionné de la doctrine sociale de l'Église et de la régulation financière mondiale, en plus de son engagement pour la défense de l'environnement. Bien qu'il ait été un favori pour le conclave de 2013, son âge limite ses chances cette fois-ci. De plus, des critiques ont fait surface suite à une vidéo polémique sur la démographie musulmane et des plaintes administratives, bien que François l'ait maintenu à des postes clés.
Si les cardinaux recherchent un équilibre entre tradition et engagement social, Turkson pourrait se présenter comme un candidat de transition. Parmi les conservateurs, Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et président de la Conférence des évêques africains, se distingue par son courage social et doctrinal. Il a pris des risques en critiquant la corruption et les compagnies minières internationales, tout en appelant à des élections libres et en dénonçant les injustices sociales. Mais sur la question de la doctrine, Ambongo reste inflexible, ayant signé une lettre contre la bénédiction des couples homosexuels. Pour ceux qui souhaitent un premier pape africain, Ambongo incarne la jeunesse, le courage et la fidélité doctrinale. Cependant, son discours pourrait compliquer les relations interreligieuses et les négociations avec des cardinaux plus libéraux. Peter Erdő, primat de Hongrie et ancien président de la Conférence des évêques européens, représente la résistance intellectuelle au sécularisme. Il a soutenu la réforme constitutionnelle de Buses. Viktor Orban, qui définit le mariage comme l'union entre un homme et une femme et s'est opposé à l'entrée de réfugiés en 2015. Conservateur, il défend le célibat obligatoire et une liturgie sobre. Cependant, à 72 ans, Erdő manque de visibilité médiatique, ce qui complique son acceptation dans une église de plus en plus mondiale et en dehors de l'Europe. Sa position sur des questions sociales et migratoires pourrait également créer des tensions avec les cardinaux des autres continents. Robert Sarah, ancien préfet du dicaster pour le culte divin et auteur de best-sellers spirituels, est un autre candidat conservateur qui incarne la restauration liturgique. Il défend la messe traditionnelle en latin, la communion à genoux et le silence contemplatif, tout en critiquant le relativisme culturel et théologique. Bien que son âge soit un facteur limitant, Sarah reste un candidat potentiel pour ceux qui recherchent une purification doctrinale au sein de l'Église. Ses partisans imaginent un pontificat bref mais intense, visant à restaurer les traditions. Cependant, ses opposants craignent que son élection n'entraîne une fracture au sein de l'Église, notamment en raison de ses positions radicales. Avec ces profils, le défi pour chaque candidat sera d'atteindre les 90 voix nécessaires pour remporter le conclave. Tagle bénéficie du soutien d'une partie de l'Asie, de l'Amérique latine et de secteurs libéraux en Europe. Zuppi dirige le bloc progressiste italien, tandis que Parolin contrôle une partie des centristes et de la curie romaine. Pizzaballa attire les cardinaux italiens indécis et ceux venant de pays en conflit. Turkson et Ambongo partagent les voix africaines, tandis que Erdő et Sarah concentrent les soutiens des traditionalistes européens. L'échange de voix entre ces groupes commencera généralement lors des 4e ou 5e tours, lorsque la fatigue et les appels à l'unité favorisent les compromis. Dans un scénario progressiste, Zuppi pourrait soutenir Tagle et ensemble, il proposerait de nommer un secrétaire d'État italien afin de rassurer les conservateurs tout en cherchant à attirer les centristes. L'idée serait de démontrer que Tagle garantirait la continuité pastorale sans rupture doctrinale. Dans un scénario centriste, après plusieurs scrutins sans consensus, Parolin pourrait émerger comme un compromis acceptable pour les progressistes, qui le considèrent comme un collaborateur capable, et pour les conservateurs, qui le voient comme un rempart contre les expérimentations jugées dangereuses, notamment celles des théologies allemandes. Si Parolin devait être pénalisé par l'affaire de Londres, Pizzaballa pourrait alors apparaître comme une alternative italienne et conciliatrice, capable de satisfaire les besoins des différents groupes. Dans un scénario conservateur, une alliance entre Ambongo et Erdő pourrait rassembler les voix traditionnelles d'Europe de l'Est, d'Afrique et d'Amérique du Nord, mais elle devrait convaincre les centristes inquiets de la fragmentation au sein de l'Église allemande. Une telle alliance pourrait offrir une direction doctrinale forte, mais elle risquerait de heurter les partisans de la synodalité et de l'ouverture. Il existe toujours la possibilité qu'un nom surprise émerge après l'usure des favoris. Ce phénomène s'est déjà produit par le passé, comme en 1958 avec Jean XXIII, en 1978 avec Karol Wojtyła, Jean-Paul II,
ou encore en 2013 avec Jorge Bergoglio, François. Dans ces moments d'incertitude et de fatigue accumulée, les cardinaux pourraient se tourner vers une figure inattendue, un candidat qui n'aurait pas été au centre des discussions initiales, mais qui parviendrait à incarner un compromis acceptable pour l'ensemble du collège électoral. Plus que des étiquettes idéologiques, les cardinaux partagent 4 défis urgents qui devront être affrontés par le prochain pape. Les abus sexuels, la gestion des finances opaques, les conflits géopolitiques et le changement climatique. Le successeur de François héritera également de la synodalité, un mécanisme visant à donner une plus grande voix aux laïcs et aux femmes sans compromettre l'unité de l'Église. Pour les progressistes, il s'agit d'un mouvement irréversible. Pour les conservateurs, c'est une expérience à encadrer et à délimiter. La manière dont le futur pontife gérera cette question sera le premier test de son leadership. Lorsque la porte de bronze se refermera et que les regards du monde entier seront tournés vers les 135 cardinaux réunis en conclave, la pression sera immense. Loin des projecteurs, les stratégies secrètes, les conversations discrètes et les alliances tacites prendront le dessus. Dans cette sphère fermée, les étiquettes de gauche, de centre et de droite disparaîtront. Ce qui comptera alors, ce sont les parcours individuels, les arguments murmurés dans les coins sombres et la conviction que l'Esprit Saint pourrait se manifester à travers l'un d'entre eux. À la fin de ce conclave historique, l'Église présentera au monde non seulement un nom et un visage, mais aussi un programme esquissé lors du premier Urbi et Orbi du nouveau pape. Les observateurs se pencheront sur chaque geste, chaque parole, afin d'anticiper la direction que prendra le Vatican. Que ce soit Tagle, Zuppi, Parolin, Pizzaballa, Turkson, Ombongo, R2 ou Sarah, la question centrale restera la même. Est-il possible qu'un seul pontife parvienne à concilier un catholicisme qui vit dans les quartiers et pauvre de manille, se divise dans les sacristies allemandes et se défend dans les zones de guerre comme Kinshasa et Kiev? Et toi, crois-tu qu'un seul homme peut vraiment unir une église aussi divisée? Quelle est, selon toi, la qualité essentielle que le prochain pape doit absolument posséder? Partage ton avis dans les commentaires. J'aimerais vraiment lire ton point de vue. Si ce sujet t'a interpellé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer une prochaine révélation. Ta foi mérite d'être nourrie avec discernement et vérité. Et surtout, ne pars pas encore. La vidéo qui s'affiche maintenant te révèle les 7 signes qui montrent que tu es spirituellement appelé à quelque chose de plus grand. Clique dessus dès maintenant, c'était Sébastien Benoît. Que la paix du Christ t'accompagne et à très bientôt.